Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Astro Recap, le format qui résume les actualités spatiales des 2 dernières semaines. Ici, on vous résume les actualités des agences, entreprises, décideurs, qui chaque jour contribuent à l'avancement de la conquête spatiale et de l'humanité. Alors vous êtes prêts? C'est parti. Tout d'abord, commençons comme d'habitude par la partie autour du Starship et voyons les progrès excitants qui ont été réalisés ces 2 dernières semaines. Du côté du site de lancement, SpaceX a fait de nombreux progrès au niveau de B7. Ce booster de nouvelle génération présente de nombreux changements à l'extérieur ainsi que sur sa structure interne. Comme nous l'expliquions lors du dernier récap, celui-ci possède une disposition revue pour les COPV. B7 est également le tout premier booster capable d'accueillir 33 Raptor 2. Il est également muni d'un nouveau design pour le réservoir chargé de l'atterrissage. SpaceX semble très confiant dans ce nouveau design. En effet, quelques temps après avoir placé B7 sur le pas de tir orbital, l'entreprise a effectué pour la première fois un test cryogénique avec l'ensemble des réservoirs du booster entièrement remplis, ce qui est une première. Pour vous rendre compte de l'immensité que cela représente, nous parlons de près de 3400 tonnes d'azote liquide. Le test semble être une réussite totale car peu de temps après, SpaceX a retiré B7 du pad orbital pour le placer sur le simulateur de poussée. Cette impressionnante structure est composée de 33 pistons hydrauliques simulant la poussée des 33 Raptors sur le booster. SpaceX ne perd pas de temps, juste après avoir été placé sur le simulateur de poussée, B7 a de nouveau réalisé un test cryogénique sur la même structure. Ce nouveau test semble être une réussite totale. En effet, la grue Oreo est de nouveau attachée à B7 et se tient prête à le soulever de nouveau. Nous ne savons pas ce que va faire précisément SpaceX avec B7. Le prototype sera peut-être ramené au site de production afin d'ajouter ses grid fins ainsi que tous les moteurs Raptor, ou alors il sera de nouveau installé sur le pas de tir orbital pour réaliser de nouveau un test cryogénique. Toujours du côté du site de lancement, nous avons vu le bras de remplissage des chips être enlevé. Désormais, il se situe au site de production où il attend sûrement de nouvelles améliorations pour les futurs vaisseaux. Maintenant, passons du côté du site de production où S24 continue d'avancer. Son corps central a été assemblé, son Noscone et sa section de Noscone, comprenant le nouveau système de déploiement de Starlink dont nous parlions lors du dernier récap, ont également été acheminés et assemblés dans le high bay. Ce prototype, qui normalement devrait être le premier prototype à atteindre l'orbite si les plans de SpaceX ne changent pas, devrait voir sa finalisation intervenir dans les prochaines semaines. Restons au site de production où le corps central de S21 s'est vu être désassemblé. Cela faisait un moment que nous savions que ce prototype n'allait pas voler, donc nous pouvions supposer que ce dernier serait un jour ou l'autre désassemblé. Maintenant, partons en Floride, au Kennedy Space Center, et plus précisément au site de Robert Road, où des progrès notables ont été réalisés. Tout d'abord, 4 sections de tours sont en cours de construction. 2 d'entre elles sont totalement terminées. La 3e est quasiment finie, et la 4e a déjà ses 2 premiers piliers. Nous pouvons aussi voir que 5 autres socles sont déjà prêts pour accueillir les 5 dernières sections de tours restantes. Du côté du pad 39A, les premières fondations de la tour ont commencé à être coulées. L'assemblage de la tour de lancement ne devrait pas tarder à débuter. Nous avons désormais fini avec les actualités autour du Starship, mais avant de passer à la suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu, cela nous aide énormément. Le 8 avril, SpaceX a effectué un nouveau lancement depuis le pad 39A du Kennedy Space Center en Floride. Il s'agissait de la première mission de la société Axiom Space qui compte dans l'avenir disposer de plusieurs modules dans l'ISS. Après un magnifique atterrissage du premier étage, la capsule Crew Dragon a été correctement placée en orbite avec un équipage composé de 4 personnes. L'astronaute Michael Lopez Alegria en tant que commandant, l'américain Larry Connor en tant que pilote,
l'Israélien Ethan Stieb et le Canadien Mark Patty en tant que spécialistes de mission. Il s'agit du premier vol entièrement privé et civil à rejoindre l'ISS. La capsule s'est amarrée à la Station Spatiale Internationale le lendemain, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. En effet, la Crew Dragon a effectué un rendez-vous normal avec l'ISS une vingtaine d'heures après son lancement. Cependant, arrivé au Waypoint 2, c'est-à-dire à 20 mètres du port d'amarrage où la capsule devait se docker automatiquement, l'équipage n'avait pas accès à la vidéo de la capsule et ne voyait donc rien de l'amarrage. Il est certes automatique, mais l'équipage doit avoir la vidéo afin de pouvoir s'amarrer en toute sécurité, notamment au cas où il faille finalement le réaliser manuellement. La capsule est donc restée à l'arrêt. Après avoir essayé en vain d'accéder à la vidéo via un autre logiciel, ils ont profité d'un passage de l'ISS et de la capsule au-dessus d'une station au sol de SpaceX pour accéder au flux vidéo et réaliser l'amarrage. Au final, la capsule Endeavour a pris 44 minutes de retard mais a finalement réussi à s'amarrer correctement. Axiom 1 et son équipage devraient se désamarrer le mardi 19 avril pour un amérissage prévu dès le lendemain. Amazon a signé récemment un contrat record pour sa constellation de satellites Kuiper. L'entreprise, qui disposait d'un contrat avec ULA pour 9 lancements via l'Atlas V, a cette fois réservé pas moins de 70 lancements. Ces derniers sont répartis entre Ariane 6 avec 18 lancements, le futur lanceur lourd New Glenn de Blue Origin avec 12 lancements et la Vulcan d'ULA qui s'est vue attribuer 38 lancements. En réaction à cela, ULA a commandé pas moins de 116 moteurs RL-10 qui équipent les second étages d'Atlas V et de Vulcan. C'est la plus grande commande passée auprès de l'entreprise Aerojet Rocketdyne. Du côté de la NASA, l'agence spatiale américaine a effectué une nouvelle tentative de répétition générale d'avant-lancement du lanceur lunaire SLS, qui n'inclut pas le deuxième étage nécessitant des réparations. Lors du remplissage, une fuite a rapidement été détectée sur l'un des câbles ombilicaux provoquant l'arrêt du test. Un délai supplémentaire est nécessaire pour le fournisseur d'azote de la NASA avant de pouvoir recommencer les essais de remplissage. L'essai de remplissage du 21 avril est donc annulé et la NASA a décidé d'utiliser ce temps pour rentrer le lanceur dans le VAB afin d'y effectuer les réparations nécessaires. Après le départ il y a 2 semaines du cargo Tianzhou 2, c'est au tour de la capsule habitée Shenzhou 13 de rentrer sur Terre avec son équipage de 3 taïkonautes. Le vaisseau était amarré à la station spatiale chinoise depuis octobre. C'est d'ailleurs la deuxième mission habitée opérant sur cette toute nouvelle station spatiale en orbite basse. Il s'est désamarré vendredi et a atterri hier en Mongolie intérieure. Le vendredi 15 avril, la Chine a lancé 2 fusées longue marche. La première, une longue marche 3BE, a envoyé le satellite de communication ChinaSat 6D sur une orbite géostationnaire. Quelques heures plus tard, c'est au tour d'une longue marche 4C de lancer la sonde Daiki. Cette sonde a pour but d'étudier l'atmosphère terrestre dans sa globalité, et plus précisément le CO2 présent dans cette dernière, pour appuyer le programme écologique chinois. L'ESA a par ailleurs annoncé qu'à cause de la guerre en Ukraine, cette dernière retirait sa participation aux missions russes Luna 25, 26 et 27. L'instrument scientifique Prospect, initialement prévu pour être embarqué sur Luna 27, sera finalement placé sur un atterrisseur lunaire du programme d'atterrisseur lunaire privé CLPS de la NASA. Une alternative pour la caméra Pilot D prévue pour Luna 25 est aussi en train d'être cherchée chez une société privée. J'espère que ce récap vous aura plu, n'hésitez pas à faire part de vos remarques constructives en commentaire. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord si vous souhaitez rejoindre la communauté et nous suivre sur les autres réseaux sociaux pour ne louper aucune actualité spatiale. Si vous souhaitez ne pas rater les prochains contenus de la chaîne, je vous invite à souscrire à l'abonnement ainsi qu'activer la cloche pour être notifié. Merci à vous pour votre fidélité, à bientôt.